16 juillet 2017, la BBC annonce l'identité de l'actrice qui incarnera le prochain Docteur dans la fameuse série télévisée britannique Doctor Who. Une femme, Jodie Whittaker, sera la 13e incarnation du personnage historiquement masculin depuis sa création en 1963 et l'Internet s'insurge. Les habituels #NotMyDoctor laissés sur les réseaux sociaux à l'annonce d'un nouveau docteur sont teintés pour la première fois d'une dose de sexisme qui se défend à l'évocation d'arguments dits rationnels et intradiégétiques. Donc, je vous explique. Le docteur et les autres extraterrestres, nommés Time Lords dans la série, ne peuvent être que des hommes à leur avis. Lorsque leur corps souffre d'une blessure mortelle, les Time Lords ont la capacité de se régénérer, comme ils l'appellent, donc de changer d'identité et de s'incarner dans un nouveau corps. Le principe est un subterfuge astucieux qui a permis à la série de perdurer toutes ces années en changeant le visage de son personnage principal. Celui-ci a, depuis sa création, toujours été un homme. Malgré aussi le fait que dans les saisons récentes, les réalisateurs de la série, les showrunners, ont donné un peu l'indice que c'était possible de changer de genre à travers les régénérations. Les détracteurs de justement une incarnation féminine du docteur continuent à s'obstiner un peu à garder ces arguments. Et aussi, une conception binaire des genres, adoptée par la plupart de ces réfractaires au changement, veut que tout ce qui a toujours été le reste. Même si le docteur possède une boîte téléphonique qui a le pouvoir de voyager à travers le temps et l'espace, et même s'il possède 2 cœurs et peut défier la mort en transformant son enveloppe corporelle, il doit donc rester nécessairement un homme blanc qui plus est. Or, ne laissez pas l'absurdité de l'argument vous tromper. De nombreux fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux lors de l'annonce du casting et continuent d'ailleurs aujourd'hui de le faire malgré la diffusion complète d'une saison avec l'actrice Jodie Whittaker, dans l'espoir de convaincre les producteurs de la série de peut-être changer les choses. Le phénomène n'est pas isolé. Les dernières années ont été marquées par la présence d'un dialogue polarisé au sujet de la représentation des communautés marginalisées dans les recyclages récents de franchises culturelles populaires. Des discours haineux émergent sur les réseaux sociaux à l'annonce de l'inclusion de femmes ou de personnes racisées dans le rôle principal de certaines franchises populaires. Pensons à l'exemple de la nouvelle saga Star Wars, avec la polémique d'un homme noir qui incarne un Stormtrooper, ou à l'exemple du remake de Ghostbusters en 2016, qui propose une distribution entièrement féminine, ruinant du même coup l'enfance de moult fans à travers la défiguration de leurs héros adorés. Demandons-nous un instant, qu'est-ce que ces réactions et la rhétorique qui les sous-tendent révèlent sur la construction et le maintien d'une certaine identité fan au cœur de ces espaces? En 2002, dans son ouvrage Fan Studies, Matt Hills nous met en garde contre l'échantillonnage des témoignages de fans à propos de leurs objets privilégiés et de leur communauté. Selon lui, les entrevues et les tentatives d'explication de devenir fan, bref, la réponse à la question « Pourquoi es-tu fan de ?» Doctor Who, par exemple, conditionne un ethos rationalisant sur de l'attachement affectif des sujets vis-à-vis leur objet. D'où la nécessité, selon lui, pour comprendre la construction de l'identité fan, de recueillir les discours dans leur état naturel, si on veut, c'est-à-dire le discours qui n'est pas formulé comme une réponse à une instance académique. Les traces discursives et affectives laissées sur les plateformes virtuelles collectives comme Twitter et Facebook à l'aide du hashtag, par exemple, constitueraient en ce sens une matière discursive privilégiée pour obtenir une meilleure compréhension de l'identité fan. Or, la mise en garde de Matt Hills peut s'étendre aussi à ce type d'échantillonnage, à l'aide du hashtag, par exemple, et se reflète dans les discours réfractaires, souvent haineux, qui émergent lors de changements intradiégétiques et extradiégétiques importants. Si la réponse à la question « Pourquoi es-tu fan de ?» provoque un discours rationnant de la relation initialement affective à l'objet, donc cette relation, on peut avoir des exemples assez clairs quand on se plaint de la destruction de notre enfance par le changement de casting. Donc, les arguments soulevés afin de contrecarrer les décisions de casting précédemment mentionnées effectuent la même opération. Un argument rationnel basé sur une logique intradiégétique, comme le fait que le docteur ne peut pas devenir une femme, est mis de l'avant afin de justifier une réaction affective basée le plus souvent sur des biais sexistes et racistes. Selon Lawrence Grossberg, l'affect, contrairement aux émotions ou aux désirs, n'est pas une expérience subjective, mais un domaine socialement construit par différentes relations affectives qui infléchissent un sens particulier au monde. En abordant ces témoignages à travers le prisme de la sémiotique des affects, nous sommes plus en mesure d'évaluer la valence de ces affects, c'est-à-dire leur valeur positive ou négative, et la dimension morale qui leur est intrinsèque
ainsi que leur force, c'est-à-dire leur incidence sur la motivation à agir. Cette méthode de recherche appliquée à l'objet sémiotique des témoignages haineux recueillis sur les réseaux sociaux pourrait favoriser une meilleure compréhension du sujet fan à partir de l'expérience du texte et de la communauté, qui s'intègre au cœur de considérations fondamentalement politiques. Les discours réfractaires au changement de visage figurant des rôles traditionnellement réservés aux hommes blancs laissent une trace discursive dans l'espace collectif, marquant une prise de position politique. Des recherches récentes démontrent même que des groupes dont les allégeances politiques de la droite alternative profitent de la polarisation de ces débats au sein des fandoms afin de propager des discours antiféministes, racistes et homophobiques. C'est pourquoi, à mon avis, il faut garder un œil sur ces mouvements, aussi marginaux peuvent-ils être, et s'interroger, grâce à la sémiotique des affects, par exemple, sur leur émergence et leur influence. Merci.